17 mars 2023, on se retrouve pour un petit point autour de l'actualité géopolitique autour de l'Ukraine. Alors, bon, évidemment, le drone, hein, le drone américain, le drone MQ-9 Reaper qui a été détruit donc par deux avions de chasse russes au-dessus de la mer Noire. Bon, alors, comme tout le monde le sait, la mer Noire, c'est tout près des côtes américaines, donc le drone américain, c'est normal, il protégeait le territoire des États-Unis, hein, puisque c'est tout près, d'ailleurs, quand on est à Sébastopol, par beau temps, on peut apercevoir les tours de Manhattan, hein, c'est très connu. Donc bon, voilà, on avait donc ce drone qui surveillait donc les côtes américaines dans la mer Noire, hein, bon. Donc il a été détruit. Alors on a les images, hein. Alors, le chasseur russe a dégazé au-dessus du drone, ce qui ressemble-t-il détruit son hélice, hein. Bon, alors peut-être que dans la manœuvre, il a légèrement touché le drone. On sait pas, on voit pas vraiment sur les images, c'est pas clair. Bon, s'il a touché le drone que c'est comme ça que l'hélice de l'engin a été détruite. Bon, c'est vraiment par accident. Bon, là, évidemment, les avions russes n'étaient pas là par hasard. Et s'ils ont dégazé sur le drone, c'était pas par hasard non plus, hein, c'était volontaire, bien sûr. Mais bon, voilà, on ne sait pas si c'est vraiment volontaire de l'avoir descendu ou si c'est accidentel. Voilà. Bon, en tout cas, le fait est qu'il a été coulé, hein. Il a sombré dans la mer Noire, donc tout près de New York, hein, vous savez, comme vous le savez. Bon, évidemment, tout ça est une farce. Évidemment, ce drone servait à collecter des renseignements pour l'armée ukrainienne, hein, la marine ukrainienne, pour les troupes ukrainiennes. Donc voilà, ce drone américain, il participe à la guerre, hein, et il est engagé dans le conflit, hein. Tout ça est d'une grande hypocrisie. Bon, bah, tout le monde peut le constater, tout le monde le voit, tout le monde le sait, mais bon, personne ne le dit. Enfin, enfin, c'est comme ça. En tout cas, bon bah il y a John Kirby, donc le porte-parole du département de la défense US, qui a déclaré que le drone était la propriété des États-Unis et qu'il devait être restitué aux États-Unis. Oui. Mais bon, c'est à quoi Maria Zakharova, donc la porte-parole, elle, du ministère des Affaires étrangères russe, la porte-parole de Sergei Lavrov, le, le grand Sergei Lavrov. Enfin, Maria Zakharova, elle a répondu, alors je cite une petite traduction, John, c'est le prénom de Kirby, hein, John Kirby, hein, bon. John, demandez au New York Times le numéro de téléphone de la compagnie ukrainienne privée que la propagande américaine affirme être responsable de la destruction du gazoduc Nord Stream très profondément dans la mer Baltique. Ça, selon vos articles, cette compagnie privée est absolument une grande spécialiste des plongées en eau profonde et elle saura vous le récupérer. Voilà, c'est très drôle. Elle a toujours la bonne répartie, Maria Zakharova. Bon, en effet, pourquoi pas, après tout, puisque selon la presse américaine, c'est cette compagnie ukrainienne privée qui aurait détruit les gazoducs dans la mer Baltique. Il n'y a pas de raison. Il doit être bien capable d'aller chercher ce drone au fond de la au fond de la mer Noire. Ça me paraît tout à fait possible. Alors, bon, alors on est rassuré parce qu'on apprend donc par CNN que selon deux officiels américains anonymes qui se sont confiés à CNN, les États-Unis ont détruit à distance les logiciels sensibles qui étaient dans le drone avant qu'ils ne sombrent et pour éviter que la Russie ne puisse récupérer quoi que ce soit comme données, comme renseignements, etc. Donc bon, si la Russie récupère le drone, ce qui paraît a été fait, hein, on l'entend dire, mais bon, pour l'instant, rien ne le confirme vraiment. En tout cas, on est rassuré. Tout ce qui était logiciel sensible, données sensibles à l'intérieur, ont été détruites à distance, hein, par les Américains. Tout va bien. Tout va bien, on est rassuré.
Comme le confirment ces tristes images que vous venez de voir, le site mainstream, hein, site tout à fait politiquement correct des États-Unis, Politico, un site démocrate, hein, affirme aujourd'hui que l'Ukraine aurait perdu 100 000 morts, et pas pertes, hein, 100 000 morts. Donc, on peut considérer 300 000, voire 400 000 pertes, hein, en comptant les blessés, les prisonniers, etc. 100 000 morts parmi ses meilleurs soldats depuis le début du conflit. Donc bon, voilà. Comment les Ukrainiens vont-ils le faire pour réaliser cette fameuse contre-offensive de printemps qu'on nous annonce sur tous les médias, sur LCU en particulier, en permanence, tous les jours, on nous en parle, etc. Et puis les officiels ukrainiens en parlent tout le temps. D'ailleurs, j'ai jamais vu une offensive ou une contre-offensive annoncée à l'avance de cette façon, hein. C'est vraiment très étrange. Normalement, quand on prépare une contre-offensive, on n'en parle pas, on la garde secrète pour prendre l'ennemi par surprise. Mais là, non, pas du tout. Chez les Ukrainiens, c'est annoncé, c'est écrit, voilà, on fait beaucoup de publicité. Bon, ben, en fait, évidemment, c'est une guerre de publicité. Hein. Il faut que les Occidentaux donnent de l'argent et des armes. Donc pour cela, il faut promettre des réussites, promettre des victoires, et il faut afficher des résultats, etc. Et pour l'instant, les résultats, on les voit pas trop, puisque c'est en ce moment, Bakhmout, ça se passe très mal pour l'Ukraine, hein. Et donc d'ailleurs, je pense que parmi ces 100 000 pertes reconnues par, le site Politico, on a eu Ursula qui nous avait déjà parlé il y a plus d'un mois de 150 000, hein. Donc là, on nous dit 100 000. Bon, je pense qu'on est plus proche du chiffre d'Ursula, elle est sûrement plus proche de la réalité, mais même en prenant 100 000. Étant donné qu'on nous précise que ce sont les meilleures troupes, les plus entraînées, qui sont mortes. Enfin, en réalité, c'est l'armée que l'OTAN avait entraînée pendant 8 ans depuis 2014, hein, a passé 8 ans à préparer pour cette guerre, etc. Comme l'a reconnu Angela Merkel et Hollande aussi, que les accords de Minsk n'ont servi qu'à préparer cette armée, etc. Bon, ben, c'est cette armée qui a été détruite, 100 000 hommes, c'est une armée entière, hein, qui est morte. Ils sont morts, voilà, bon, comme on a pu le voir dans ces images, voilà, on a des cimetières ukrainiens à perte de vue. Et donc, bon, donc comment vont-ils faire? D'autant plus que le New York Times nous, euh, nous dit aussi que le gouvernement américain prévient les Ukrainiens qu'il faudrait essayer d'économiser les munitions et de pas trop en user à Bakhmout parce que Bakhmout c'est quasiment perdu, c'est déjà perdu, donc c'est du gaspillage. Il faudrait qu'ils économisent leurs munitions justement pour cette fameuse contre-offensive. Parce que les munitions, on essaie d'en trouver partout en Occident. Là, le Canada va envoyer 8 000 obus, mais 8 000 obus, c'est ce que dépense l'armée ukrainienne en un jour et demi. Pas plus. Donc on racle un peu partout, de tous les côtés. Les Américains font pression sur sur tous leurs vassaux pour qu'ils crachent les munitions, mais les vassaux renaclent parce que ça voudrait dire vider leurs propres arsenaux pour leur propre armée. Donc c'est pas simple. Donc les Américains n'ont plus rien à donner. L'Occident collectif n'a plus grand-chose à donner, et pourtant on prépare une offensive de printemps, donc il faut économiser les munitions, hein. Donc Zelensky essaye de calmer un peu. Bon, il pourrait leur dire aussi d'éviter de tirer sur les civils de Donetsk, hein, ça leur permettrait d'économiser quelques obus, quelques missiles aussi, mais bon, pour l'instant, j'ai pas entendu qu'il leur propose cette idée, hein. Ça aurait été plutôt une bonne idée. Sinon, sur l'économie ukrainienne, c'est vraiment, on est vraiment, comme on peut s'en douter, hein, on est vraiment complètement en dessous de zéro, hein. Il y a plus rien, l'économie ukrainienne est complètement ravagée, et le FMI a décidé d'accorder 15 milliards 600 millions de dollars à l'Ukraine, de prêt. Un prêt qui sera évidemment jamais remboursé. C'est impossible d'imaginer qu'ils savent très bien, d'ailleurs, les Occidentaux,
le FMI que les Occidentaux ne reverront jamais cet argent. Bon, alors bon, bah, comment ils vont faire pour le récupérer? Parce que, faut pas croire, hein, ça va pas être cadeau, hein, donc bon, bah, ils vont se payer sur la bête, hein, quand ils espèrent arrêter l'armée russe, que l'armée russe s'arrêtera dans les limites du Donbass et de la Crimée et de la Nouvelle-Russie, et puis le reste de l'Ukraine, eh ben, on se le partagera, on se le découpera en morceaux, puis on récupérera notre argent comme ça, hein. C'est leur espoir, hein, c'est leur but. Bon, on verra si ça se concrétise vraiment. Bon, bah, sinon, on a donc l'Arabie Saoudite qui a déclaré que elle refuserait de vendre son pétrole, et ainsi que tous les membres de l'OPEC refuseraient de vendre leur pétrole aux pays qui leur imposeraient des prix plafonds, hein, comme il a été fait pour la Russie. Bon, bah, les Saoudiens se disent, bon, si nous, on nous fait le même coup, on n'a pas trop envie, donc on avertit d'avance, nous, on se laissera pas faire, et on vendra pas notre pétrole aux gens qui imposeront un prix plafond, hein, ni tous les autres membres de l'OPEC, alors, que les Occidentaux se le tiennent pour dit. Alors sinon, on a le président ukrainien qui avertit donc les gouvernements locaux en Indonésie, ou ukrainien, j'ai dit ukrainien, hein, bon, le président indonésien, euh, qui a un nom impossible à retenir, donc je passerai de là, le président indonésien, vous regarderez, et qui a donc déclaré qui a averti les gouvernements locaux en Indonésie, puisque bon, c'est un pays fédéral avec pas mal de gouvernements assez autonomes, donc les gouvernements locaux en Indonésie, de se méfier, d'arrêter, d'éviter d'utiliser trop le Visa et les Mastercard. Zamannya sudah zaman digital seperti ini. Mestinya ini semuanya bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu betul-betul kita bisa mandiri, hati-hati. Kita ingat sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah. Alors, je comprends, le président indonésien, il est pas fou, hein. Quand il constate que des objets, enfin que des outils commerciaux comme la carte Visa ou la Mastercard sont utilisés par les Occidentaux comme une arme contre les pays qui ne leur sont pas obéissants. Bon, bah, à partir de ce moment-là, on se méfie, on n'a plus vraiment confiance, hein. C'est pareil pour le régime des sanctions, etc. Bon, bah, pour l'Arabie Saoudite qui se méfie des sanctions, etc. Bon, bah oui, toutes ces histoires de sanctions, moi je le dis dans mes vidéos depuis des mois, toutes ces histoires de sanctions et d'utiliser donc, bon, voilà, interdire l'utilisation de SWIFT aux Russes, par exemple. Bon, bah, il y a des alternatives, hein. Et c'est pareil pour les cartes Visa et les cartes Mastercard. Il y a des alternatives. Et ben, l'Indonésie, comme beaucoup d'autres pays du Sud global, vont, par méfiance envers l'Occident collectif, dorénavant, vont se tourner de plus en plus vers ces solutions alternatives qui peuvent être souvent chinoises ou russes ou autres. Et voilà, et c'est normal, et c'est normal, et c'est logique, et c'était à prévoir, évidemment, évidemment. Et ça ne fait que commencer, hein. Et donc pareil pour le dollar, hein, les États-Unis utilisent le dollar comme une arme contre leurs concurrents, leurs adversaires, etc. Bon, bah, les concurrents, les adversaires essayent de se dédollariser au maximum. Ça prend du temps, mais ça se fait, petit à petit ça se fait, c'est pareil. Bon, voilà, et avec Visa, Mastercard, bon, bah, en Indonésie, dorénavant, les autorités indonésiennes sont encouragées, probablement les commerçants, les indonésiens sont encouragés à se tourner de plus en plus vers d'autres types de cartes que Visa et Mastercard. Voilà, ces entreprises qui se donnent une image, voilà, une image de vertu, signalement de vertu, en mettant un petit drapeau ukrainien sur leur compte Twitter ou autre chose, comme Visa ou Mastercard, en étant très fiers de pouvoir montrer qu'elles soutiennent l'Ukraine et que donc elles sont très vertueuses. Et on m'a dit, bah, ça se retourne contre elles. Voilà. Et c'était à prévoir, hein. C'était quelque chose qu'il fallait un peu anticiper.
Bon, alors pour la suite, alors on apprend tout récemment que Xi Jinping sera en visite en Russie du 20 au 22 mars, donc très bientôt à l'invitation de Vladimir Poutine. Donc voilà, bon, après, le rapprochement continue hein, entre les deux ennemis de l'Occident. Hein, bon. On a aussi le télégraphe. Là aussi, c'est peu probable que vous en entendiez beaucoup parler en France, mais c'est intéressant. Le Télégraphe accuse la France d'avoir retardé un plan de 2 millions d'euros, de 2 milliards d'euros de l'Union européenne, visant à reconstituer les stocks de munitions et d'armes ukrainiennes. Surtout les stocks d'obus. Hein. Comme je le disais, ils sont à court de munitions, les stocks s'épuisent. Et donc, l'Union européenne avait voté un plan de 2 milliards d'euros pour reconstituer ses stocks. Et la France est accusée par le Télégraphe, donc le journal anglais Le Télégraphe, d'avoir ralenti, d'avoir fait perdre du temps, d'avoir ralenti ce plan parce qu'elle voulait des garanties sur un accord comme quoi ce seraient les entreprises européennes qui profiteraient de ces 2 milliards. Ce qui semble un peu logique en fait, mais ça dérange du côté des anglo-saxons, ça dérange surtout les Britanniques, hein, qui sont plus dans l'Union européenne. Mais donc voilà, bon bah la France est accusée d'avoir donc fait perdre du temps à l'approvisionnement en obus de ce pauvre Zelensky. Sinon, on a un rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, alors qui a fait une enquête et qui a donc déterminé dans une grande enquête que l'Ukraine était coupable de crimes de guerre, d'attaques indiscriminées sur les infrastructures. Je cite donc hein, le rapport et de pratiquer et donc est accusé de pratiquer la torture à grande échelle sur les civils. Voilà. Bon, bah, ça, vous l'entendrez pas sur LCU, c'est un rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Hein. Voilà, qui va s'afficher, qui a dû s'afficher sur votre écran. Voilà, alors bon, bah, pour un peu plus de légèreté, on va se détendre un peu avec la résurrection du général Kolesnikov, hein, ce général russe, qui avait été donné par les médias occidentaux et par LCI avec moult réjouissance, mort, tué sur le champ de bataille. Eh ben, il est réapparu dans une interview à la télé russe. Voilà, on l'a vu interviewé à la télé russe ces derniers jours. Alors voilà, bon, bah, résurrection du général Kolesnikov. Bienvenue parmi les vivants, général Kolesnikov, ou malvenu pour les Ukrainiens. En tout cas, voilà. Et puis, bon, je garde le meilleur pour la fin. Avec, alors là, bon, pour la famille Zelensky, hein, le couple Zelensky plutôt, avec Olena Zelenska, donc, l'épouse du président ukrainien, qui nous en a sorti une magnifique. Alors bon, bah, les Zelensky, hein, c'est une source inépuisable de bonheur pour moi. Ils sont vraiment fabuleux. Donc, elle était invitée sur une chaîne américaine, je crois que c'est CNN, mais vous vérifierez sur l'extrait vidéo que je vais vous poster. Et elle était invitée donc avec Hillary Clinton. Elle était à côté d'Hillary Clinton et elle s'est mise à raconter une anecdote absolument sensationnelle à propos d'une femme ukrainienne à Kiev, je crois, qui sur son balcon a vu un drone russe passer. Et du coup, elle l'a descendu le drone russe. Devinez avec quoi? Avec un pot de tomates. Oui, avec une boîte de tomates, une boîte ou un pot en verre, on sait pas trop, mais enfin, avec un pot de tomates, elle a descendu un drone russe. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Les Ukrainiens sont fabuleux, enfin les femmes ukrainiennes sont fabuleuses. Hein, mais c'est Anna Zelenska, c'est Olena Zelenska qui nous relâche. Alors bon, on voit dans l'interview tous les deux journalistes de CNN et Hillary Clinton qui sont là, qui approuvent, oui, bah, qui sont... One of the women saw
a drone from her balcony and hit it, shot it down with a jar of tomatoes. So to shoot down a drone with a jar of tomatoes, it's perhaps something that only a Ukrainian woman can do. And we have heard a lot of these kinds of stories. Sinon, merci à mes premiers tipeurs. Hein. Je remercie particulièrement Sans, qui m'a envoyé un petit tip très sympathique, et un autre anonyme que je remercie aussi. Donc merci à mes premiers tipeurs. Voilà, c'est un bon début, et puis j'espère que j'aurai un peu encore du soutien. Ça me permettra de faire de plus en plus de vidéos. Bon, pour l'instant, là, en faisant le montage, en rajoutant un peu d'images et de photos pour agrémenter tout ça, ça me demande un peu plus de travail. Alors j'ai du mal à faire aussi souvent des vidéos que je voudrais, mais je désespère pas de pouvoir améliorer ça. Alors merci merci à mes premiers tipeurs, et merci à tous ceux qui me soutiennent. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas donc ce bouquin indispensable, hein, je sais pas si on le voit bien, voilà, de mon ami Sylvain Ferreira, la bataille de Mariupol. Si vous voulez tout savoir sur l'aspect militaire de cette bataille historique, tout y est, tout est sourcé en détail, c'est magnifique, c'est pardon, et c'est historique. Et donc, je vous conseille vivement, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas le compte Twitter de Jacques Frère si vous êtes sur Twitter. Sinon, sur Telegram, vous trouverez énormément de comptes aussi qui sont intéressants. Moi, j'y ne suis pas, mais Telegram, évidemment, c'est une source, hein, je m'en sers aussi. Et puis merci, merci pour tout, merci à vous, et puis n'oubliez pas le compte de Jacques Frère, le site Veille Stratégique, et puis le blog Noir de Brocéliande, hein, tout est dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir aussi, et puis un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal, hein, c'est toujours bien, et puis voilà, et puis je vous dis bonjour chez vous.